Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo ASMR. Dans cette vidéo, on va parler de l'horrible, horrible, horrible, horrible histoire de Junko Furuta. Junko Furuta. Je suppose que vous en avez sûrement déjà entendu parler, hein, c'est assez connu. Mais bon, moi j'étais jamais vraiment rentré dans les détails de cette histoire parce que c'est vrai qu'à Skip, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la pire histoire. Enfin, ouais, la pire histoire qu'on peut lire sur le net, la pire chose, le pire meurtre, les pires sévices qu'on ait fait subir à quelqu'un. Donc j'étais jamais vraiment rentré dans les détails avant. Mais on va le faire au mieux dans cette vidéo si ça vous intéresse. Aussi, au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, on est en route pour les 1000 abonnés. On est presque 1000 abonnés, donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Qu'on puisse arriver aux 1000 abonnés. Et aux 1000 abonnés, je ferai une FAQ. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions, toutes vos questions, n'importe lesquelles, que ce soit sur moi ou truc en général, n'importe quoi. Évidemment, pas trop déplacé, hein, s'il vous plaît. Mais n'hésitez pas à laisser des questions sous cette vidéo ou sous n'importe quelle vidéo. J'irai checker ça et je prendrai toutes les questions et je ferai une FAQ. Donc, let's go, let's go, let's go, let's go. Donc, commençons. Qui était Junko Furuta? Alors, Junko Furuta, c'est une jeune japonaise qui est encore au lycée. Oui, c'est ça, elle a 17 ans au moment du drame et de son assassinat. Tout ça, seulement 17 ans, 17 ans, 17 ans. Donc, Junko Furuta est donc une lycéenne de 17 ans, plutôt sans histoire, très très bonne élève,
simplement bousculer, et rentrer dans Junko à vélo pour la faire tomber. Pour la faire tomber. Et en gros, le stratagème c'était que Miyano, donc le collègue, on va dire, de Minato, donc Minato provoque l'accident et Miyano débarque de nulle part, soi-disant, et fait comme si il venait en aide à Junko. Donc il se fait un peu passer pour un héros, pour un gentil qui veut aider Junko, alors que c'est lui qui a prémédité tout ça pour évidemment gagner la confiance de Junko. Et donc Miyano vient soi-disant en aide à Junko, la relève, etc. et lui propose de la raccompagner chez elle, histoire qu'elle arrive en un seul morceau et qu'elle soit en sécurité tout simplement. Naturellement, Junko, qui est plutôt gentil, ne se méfie pas plus que ça malheureusement. Et c'est là que tout va commencer. Donc Junko accepte de rentrer avec Miyano, mais Miyano la conduit totalement autre part. Il la conduit dans un entrepôt pas très loin de là où ils sont initialement. Et là donc ils arrivent à l'entrepôt et il commence à expliquer à Junko que c'est un yakuza et que voilà, il est en lien avec les yakuza, que c'est un yakuza, etc. Et puis malheureusement, voilà, malheureusement évidemment, mais voilà, donc il la viole une première fois dans cet entrepôt et ensuite il la conduit dans un hôtel pas très loin non plus de l'entrepôt, et en menaçant de la tuer, il la viole une seconde fois. Et une fois qu'ils sont à l'hôtel et qu'il l'a violée une seconde fois, Miyano appelle ses amis, donc Minato et ses autres amis, donc Joe Okura et Yasushi Watanabe. Et il se vante naturellement d'avoir violé Junko à ses amis. Et c'est Joe Okura qui demande à Miyano de garder Junko captive, enfermée, pour pouvoir pour pouvoir la prostituer tout simplement, pour faire en sorte qu'ils appellent des gens pour la violer et en échange il gagnera de l'argent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette bande d'amis là était déjà connue pour des antécédents de viol en réunion, et ils avaient déjà kidnappé une autre fille qu'ils avaient aussi violée, mais celle-ci l'avait libérée, ce qui ne sera pas le cas malheureusement pour Junko. C'est vers 3h du matin que Miyano amène Junko dans un parc voisin où étaient Minato, Joe et Yasushi. Ils avaient pris l'adresse de Junko, dans son sac à dos sur un cahier. Et ils lui disent en gros qu'ils savent où elle habite et que si elle tentait de s'échapper, de résister ou d'émettre une quelconque résistance, il s'enverrait les Yakuza pour assassiner toute sa famille. Donc de là, à partir du moment où elle est totalement sous emprise
c'était la maison des parents de Minato. C'est comme ça que commencent les 40 jours d'enfer pour Junko. Donc une fois qu'elle est captive, qu'ils l'ont tous déjà violée, etc., ils vont, ils vont commencer à la battre, à la frapper très régulièrement, très fort, très violemment. Ils vont la violer naturellement encore, et ils vont commencer aussi à la torturer enfin, jusqu'à sa mort en fait, pendant donc plus de 40 jours. Je vais dire des trucs qui sont assez... Bon, déjà jusque là, bon, vous avez remarqué un peu l'ambiance de la vidéo, hein. C'est vraiment une histoire vraiment horrible. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à réussir à lire en fait, tout simplement l'histoire de Junko. Tellement vraiment ça me mettait trop mal à l'aise de lire des horreurs pareilles. Mais bon, c'est pour la vidéo, je vais pas passer des détails, hein, sinon ça sert à rien de faire une vidéo si c'est pour remettre pas tout ce qui s'est passé, hein, si c'est juste pour dire bah Junko a été enlevée, elle est morte, point. Voilà. Quand même un minimum d'informations, même si ces informations sont vraiment sordides et vraiment ignobles, donc âme sensible à s'abstenir. Donc ils vont aussi dans leur logique de bourreau, hein, ils vont lui raser les poils pubiens. Ils vont la forcer à danser sur de la musique complètement nue et à se masturber devant eux. Ils l'ont aussi laissé sur le balcon au milieu de la nuit, quasiment nu, avec extrêmement peu de vêtements. Ils vont aussi par la suite insérer des objets dans son vagin, dans son anus. Notamment on parle notamment beaucoup d'allumettes, pas allumées du coup. Voilà. Je suis désolée, c'est vraiment dégueulasse, mais aussi une tige en métal, une bouteille, et ils l'ont aussi gavé avec d'énormes quantités d'alcool, d'énormes quantités de lait, d'énormes quantités d'eau. Il la force aussi à fumer et à inhaler aussi du diluant pour peinture. Donc c'est extrêmement toxique le diluant pour peinture, et tous les solvants en général c'est très toxique, et ça défonce vraiment comme une drogue, hein. Pour continuer dans les tortures, Miyano a notamment à plusieurs reprises brûlé les jambes et les bras de Junko avec de l'essence à briquet. Et au bout de toutes ces tortures, elle finit naturellement par souffrir de malnutrition sévère, d'une fatigue extrêmement naturellement, vous imaginez, en subissant des horreurs pareilles, à quel point le corps peut être épuisé. Enfin, je comprends même pas comment elle a pu survivre à ça pendant 40 jours. C'est vraiment incroyable. Donc, il lui donne quand même de très petites quantités de nourriture pour pas qu'elle meure trop vite, hein. Faudrait pas qu'elle meure trop vite, hein, sinon c'est pas marrant, manifestement pour eux. Et à force de toutes ces tortures, elle a des blessures assez graves,
elle gagne la partie de Mahjong contre Junko et ses amis. Junko gagne la partie de Mahjong contre Miyano et ses amis. Donc naturellement elle devrait être libérée à ce moment-là, puisque c'était leur accord. Mais Miyano est extrêmement en colère d'avoir perdu contre Junko. Et Miyano va déchaîner toute sa colère sur Junko. Le groupe bien sûr participe. Il lui donne des coups de pied, des coups de poing. Ils allument aussi des bougies et font couler la cire des bougies sur Junko, sur son visage, sur le visage de Junko. Ils font couler de la cire chaude sur son visage. Ils placent aussi deux bougies courtes, des courtes bougies sur ses paupières, et ils la forcent à boire sa propre urine. Voilà. Et à un moment donné, naturellement, d'épuisement, en fait, elle tombe, carrément elle tombe, et elle commence à convulser. Elle est prise d'une grosse crise de convulsion. Et comme elle saignait énormément, et que du pu commençait à sortir de ses brûlures qui étaient infectées depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même on peut dire, ils décident de recouvrir leurs mains de sacs en plastique pour que quand ils continuent à la frapper, en gros, le pu ne les touche pas, le pu ne soit pas sur leurs mains. Voilà. Ils continuent de la battre, de la torturer. Ils laissent tomber notamment un ballon d'exercice en fer sur son ventre à plusieurs reprises. Donc vous imaginez un peu le poids et la compression que ça fait sur les organes de quelqu'un. Enfin, le ventre, c'est vraiment mou. Donc quand on est très fatigué et très dénutri, naturellement si on laisse tomber quelque chose en fer plusieurs fois, ça fait une pression très importante sur les organes et ça peut les détériorer, les abîmer, les transpercer quoi. Enfin les écraser je veux dire. Ils sont ensuite, pour continuer dans l'horreur, versés de l'essence à briquet sur ses cuisses, sur ses bras, sur son visage et sur son ventre. Et ils s'y mettent le feu. Ils mettent le feu à Junko. Elle essaye, tant bien que mal, avec le peu de force qui lui reste, d'éteindre l'incendie qui la brûle en fait. Elle est en train de brûler. Mais étant donné qu'elle brûle en fait, petit à petit, elle devient insensible à la douleur. Et elle s'effondre à nouveau. Et finalement, au bout de plus de 40 jours de torture absolument abominable, comme vous avez pu l'entendre, elle succombe au bout de 2 heures finalement, après avoir été incendiée. Au bout de 2 heures, elle finit. Donc
Dans les 24 heures qui suivent le décès de Junko, le frère de Minato a appelé Minato pour lui dire que Junko avait l'air morte. Et donc tout le groupe est au courant que Junko est morte. Et craignant d'être inculpé pour meurtre, ils décident tous ensemble d'envelopper son corps dans des couvertures et de la mettre dans un sac de voyage. Ils ont ensuite mis son corps dans un fût. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un fût, mais c'est les gros trucs pour l'alcool, quoi, en gros. Pour stocker un gros fût, c'était un gros fût c'est un fût de 208 litres, de 200 litres à peu près, 200 litres, donc c'est assez gros. Et ils l'ont rempli, ils ont recouvert Junko, le corps de Junko, de béton. Et ensuite ils l'ont chargé dans un camion. Ils ont chargé le fût avec Junko dedans dans un camion de ciment à Koto. Finalement, c'est peut-être pas fini, mais voilà. Le 23 janvier 1989, Miyano et Joe Ogura ont été arrêtés pour le viol collectif de la jeune fille qu'ils avaient agressée avant Junko, qui avait 19 ans. Et ils l'avaient kidnappée peu avant Junko. Et le 29 mars, deux policiers vont les interroger parce qu'ils ont retrouvé des sous-vêtements féminins chez eux, justement. Ils cherchaient des preuves pour la précédente victime. Et finalement, ils ont trouvé des sous-vêtements qui n'appartenaient pas à cette victime et qui appartenaient à Junko. Mais en fait, ce qui va faire tomber Miyano, c'est que Miyano a cru que les policiers savaient pour Junko, alors qu'ils ne savaient pas du tout. Et donc, pensant que Joe Ogura avait avoué et avait dit que Miyano avait participé au meurtre à l'assassinat plutôt de Junko. Miyano balance tout. Il balance tout alors que les policiers ne les soupçonnent absolument de rien. Enfin, en tout cas sur Junko. Mais il balance tout parce qu'il croit qu'ils savent. Et il leur dit où trouver Junko. Mais en fait, les policiers sont assez intrigués par ce que raconte Miyano. Parce qu'effectivement, ils sont pas du tout au courant pour Junko. Il les avait interpellés pour d'autres histoires, pas du tout pour Junko. Donc les policiers comprennent pas bien ce que Miyano raconte et pourquoi il parle de trouver le corps de Junko alors qu'ils savent quasiment même pas qu'elle a disparu en fait. Et donc la police se rend où Miyano leur a dit d'aller. Et ils trouvent le corps de Junko dans le fût. Il la retrouve le lendemain. Et son corps était tellement, son corps et son visage étaient tellement dégradés et abîmés par les tortures qu'elle avait subies qu'ils ont dû l'identifier ils ont quand même pu l'identifier grâce à ses empreintes digitales.
tous ensemble. Que ce soit Yasushi Watanabe, Minato, le frère de Minato, ils tombent tous. Il y a aussi d'autres complices qui ont pu être identifiés et qui ont également été arrêtés. Après que leur ADN ait été retrouvé à l'intérieur, donc à l'intérieur du corps de Junko. Donc en juillet 1990, le tribunal a condamné Miyano, qui est considéré comme le chef de tout ce plan machiavélique. Il est donc condamné à 17 ans de prison, ce qui est très peu. Mais la plupart des accusés sont mineurs au moment des faits. Ce qui, je sais pas comment c'est au Japon, personnellement, mais peut-être que c'est pareil qu'en France et que les peines sont plus légères pour les mineurs. Même après des actes aussi immondes. Vraiment, qu'on ait 17 ans ou 25 ans, quand on commet des actes pareils, je vois pas la différence personnellement. Donc il a quand même le culot de faire appel. Mais le juge le condamne à 3 ans supplémentaires. Bien fait pour sa gueule. La peine de 20 ans est la deuxième peine la plus élevée prononcée au Japon avant la réclusion à perpétuité. Donc il n'y a pas plus qu'au Japon, en tout cas à cette époque-là. On ne peut pas prendre plus de 20 ans. Si tu prends plus de 20 ans, c'est perpète. Il n'y a pas 25 ans, 35 ans, 40 ans, ça n'existe pas. C'est 20 ans maximum ou perpétuité. Et donc, Miyano avait 18 ans au moment du meurtre. Donc il prend donc au total pas 20 ans. Bah ouais, 20 ans. Parce que c'était 17 et puis le juge en a rajouté 3, donc ouais, 20 ans. Mais la mère de Miyano a dû payer du coup pour son fils aussi. Du coup son fils est allé en prison, mais elle a dû aussi payer de sa poche environ 50 millions de yens, ce qui équivaut à peu près 400 000 dollars en compensation. Ça a été ordonné par le tribunal civil. Et donc elle a dû vendre la maison familiale pour pouvoir payer la compensation pour les horreurs commises par son fils, même si au regard de ce qu'ils ont fait, c'est vraiment ridicule. Enfin, en même temps, aucune somme d'argent, aussi astronomique soit-elle, n'aurait pu compenser une telle horreur, quoi. Enfin, de mon point de vue. Donc, Miyano a demandé à sortir de prison en 2004.
16 ans au moment du meurtre. Les parents et le frère de Minato n'ont pas été inculpés. Les parents de Junko ont été très très choqués par les petites peines qui ont été inculpées, qui ont été infligées à ces agresseurs, aux agresseurs de leur fille et aux bourreaux de leur fille. Et donc ils demandent au tribunal de revoir leur jugement. Et donc les parents de Junko obtiennent gain de cause. Et par la suite, après sa libération, Minato emménage avec sa mère. Et il n'a aucune activité, il est totalement hors de la société, on peut dire. En 2018, car manifestement on ne se refait pas, Minato a de nouveau été arrêté pour tentative de meurtre après avoir battu un homme de 32 ans avec une tige en métal et de lui avoir tranché la gorge avec un couteau. Pour Joe Okura, lui, il a passé 8 ans dans une prison pour mineurs, mais il a été libéré, donc il a été libéré en 99, en août 1999, comme il avait 17 ans au moment du meurtre. Et après qu'il soit sorti de prison. Donc en théorie, quand tu fais une peine de prison pour des actes aussi, enfin la prison c'est quand même censé être un peu une punition histoire de comprendre les conséquences de tes actes et les horreurs de ce que tu as pu commettre. Manifestement ça n'a servi de leçon à personne, puisque Joe Okura se serait vanté d'avoir participé à l'enlèvement, à la torture et au meurtre de Junko. En 2004, il a été arrêté pour avoir agressé une connaissance. Il l'a traqué, il l'a battu et l'a poussé dans son camion. Il l'a conduit Tadashi jusqu'au bar de sa mère à Misato. Et il l'aurait battu pendant 4 heures. 4 heures. Plus sordide encore, je trouve, la mère de Joe Okura, donc l'un des bourreaux de Junko, aurait, tenez-vous bien, vandalisé la tombe de Junko. Elle est allée vandaliser la tombe de la pauvre jeune fille que son fils avait torturée, violée et assassinée. Tout en s'excusant et en trouvant comme excuse que c'était Joe qui avait épuisé les économies de son père. Et les économies de son père, c'était l'argent qui était destiné à être restitué à la famille de Junko en réparation, entre guillemets, de l'assassinat de leur fille. Mais ils ont tout flambé. Pas les parents de Junko, les parents d'Okura, de Joe Okura. Enfin, la famille de Joe Okura et Joe Okura lui-même. Ils ont tout flambé en achetant des trucs de luxe, en achetant plein de trucs, des choses normales, mais je veux dire, quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu vas pas t'acheter des trucs de luxe avec l'argent que tu dois à la personne, surtout quand c'est un acte aussi ignoble et que, enfin je sais pas, genre les gens ils ont aucune conscience, ou c'est-à-dire si le fils fait un truc tordu, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a un problème dans sa tête, ou que c'est un malade mental, ou que c'est un pervers, mais
même les parents ils sont pervers, même la famille elle est tordue. C'est-à-dire tout le monde est zinzin dans cette famille. C'est vraiment choquant. Donc voilà, pour finir, Junko a été enterré le 2 avril 1989. Le patron qui devait employer Junko a présenté à ses parents l'uniforme qu'elle aurait porté dans le poste qu'elle aurait occupé si elle n'avait pas fait cette rencontre et si elle n'avait pas subi tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une histoire vraiment assez horrible, enfin vraiment horrible, hein. Vraiment j'ai lu et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur des histoires vraiment sordides, des tueurs en série, des meurtres vraiment atroces. Je suppose comme beaucoup d'entre vous, hein, naturellement. Mais celle-là, vraiment, je peux dire qu'elle m'a vraiment beaucoup choquée. Bien que j'ai toujours été habituée à voir des trucs un peu violents et à entendre des trucs un peu violents, là, vraiment, enfin, ça dévie vraiment la logique et le... Enfin, je sais pas, genre, c'est vraiment... Je sais pas, genre, c'est vraiment... Ça dévie toute morale et tout. Je sais pas, il y a des gens qui sont pas humains, ou je sais pas d'où ils sortent ces gens. Donc voilà. Voilà pour l'histoire de Junko Furuta. Enfin, c'est pas toute son histoire, naturellement, on la résume à sa fin extrêmement malheureuse. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait à peu près de Junko. Donc voilà pour cette petite vidéo qui sort un petit peu des sujets que j'ai abordés dernièrement, qui étaient très tournés vers la drogue, hein, faut le dire. Mais bon, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos, ce genre d'histoire, ce genre de concept. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant quelles histoires vous aimeriez que je raconte, si vous avez une histoire qui vous a marqué ou une histoire qui vous intrigue. Voilà, j'espère que ça aura pas été trop brouillon, je verrai ça au montage. Mais voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Donc merci pour votre attention. Merci si vous êtes encore là. Si vous avez regardé la vidéo jusque là, n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker si vous en avez envie bien sûr.